merci beaucoup. Donc avant de commencer, bien sûr, je tiens à remercier les deux organisatrices, donc Émilie Pézard et Valérie Stiénon, qui me permettent aujourd'hui de participer à cette réflexion commune, ce dont je suis très heureux. Je vous ai normalement distribué des exempliers, j'en ai encore plein ici si jamais il en manquait. Voilà. Alors si l'on s'interroge sur l'évolution du roman épistolaire au XIXe siècle, force est de constater d'abord un véritable paradoxe. Le XIXe siècle apparaît en effet comme le siècle de l'écriture épistolaire et des correspondances. L'usage de la lettre, ainsi que l'a montré Roger Chartier, se multiplie et se diversifie. Les échanges postaux se développent et les réseaux de correspondance s'accroissent à la faveur d'un espace qui s'élargit et d'un temps qui s'accélère grâce aux techniques. En outre, l'apprentissage systématique de l'art épistolaire se généralise à travers surtout les secrétaires, ces recueils de lettres pour toutes les circonstances de la vie qui fournissent des modèles et instaurent des normes et qui connaissent, comme dit Cécile Dauphin, je la cite, une floraison exceptionnelle. Enfin, les correspondances, qui sont constituées en véritable littérature épistolaire, deviennent des marchandises éditoriales que la librairie multiplie et qui font leur entrée dans le panthéon littéraire. Et pourtant, alors que l'écriture de lettres est présente plus qu'aucune autre, alors que le genre roman connaît un succès grandissant, et alors même qu'il avait été au siècle précédent au cœur de la mode, le genre du roman épistolaire, après un regain de faveur dans les premières années, décline rapidement, et le XIXe siècle semble bien coïncider avec sa désintégration, ainsi que l'écrit Laurent Versini. Et c'est d'ailleurs le constat que s'empresse de faire Balzac au moment de publier ses Mémoires de deux jeunes mariés, donc en 1842, qui enregistre la disparition du genre en affirmant que, je cite là la première citation de l'exemplier, « Ce mode si vrai de la pensée sur lequel ont reposé la plupart des fictions littéraires du XVIIIe siècle est devenu une chose assez inusitée depuis bientôt 40 ans. » Le roman épistolaire, donc, qui se définit comme une œuvre constituée par le texte même d'une correspondance fictive en prose, en un roman dans lequel la lettre n'est pas insérée, mais où elle constitue le texte lui-même, serait ainsi devenu petit à petit un genre totalement anachronique, marqué par une désaffection croissante et voué à l'oubli. Perçu comme une forme figée, superficielle, trop prolixe et à la psychologie trop statique, le roman épistolaire se voit reprocher sa longueur, sa lenteur, son manque de vraisemblance et son artificialité. Il apparaît désormais absolument invraisemblable que quelqu'un sous le coup de l'émotion prenne la plume pour y exposer dans une lettre ses sentiments du moment. De plus, une correspondance fictive, cette conversation de sourds-muets, comme dit Hugo, exprime un sentiment qui a passé, et si les personnages principaux ne se rencontrent jamais, comment donc faire progresser l'action ? Enfin, la forme recule lorsque tout un imaginaire critique, selon la formule de José Luis Diaz, revigore l'idée ancienne, selon laquelle la correspondance et partant le roman épistolaire sont des genres essentiellement féminins. Alors, on ne s'arrêtera pas plus sur les diverses critiques qui sont formulées par les auteurs eux-mêmes à l'encontre de cette forme, pour se concentrer plutôt sur diverses réalisations 19e de romans épistolaires, mais vous trouverez cependant 3 exemples de ces reproches dans l'exemplier. Je vous ai recopié des extraits de Victor Hugo, des extraits de jugement de Victor Hugo, de Sainte-Beuve et de Walter Scott, qui correspondent aux citations 2 à 4. En tout cas, une statistique menée à l'aide de la bibliographie du roman épistolaire en France, donc d'Yves Giraud, nous permet de nous apercevoir rapidement de l'évolution quantitative de ce type de production romanesque. D'une moyenne annuelle de 12 ou 13 romans épistolaires pour la période 1770-1789, avec un pic à 31 romans épistolaires parus en 1788, l'on passe à une moyenne annuelle de 4 à 7 romans épistolaires pour les 3 décennies suivantes, puis à une chute notable après 1820, puisque l'on comptabilise seulement 12 romans épistolaires pour les 10 dernières années de la Restauration et 8 pour les 10 premières de la monarchie de Juillet. 12 romans épistolaires pour les 10 dernières années de la Restauration et 8 pour les 10 premières de la monarchie de Juillet. Ainsi, la première moitié du XIXe siècle semble accompagner la lente agonie d'une forme qui essaye pour autant de survivre à la faveur de mutations profondes, de tentatives originales et parfois même de réussites éclatantes. Et si le roman épistolaire cesse de jouer un rôle majeur dans l'évolution du genre narratif, il semble pourtant qu'il faille être plus nuancé que ne l'est Balzac, qui donne à lire un verdict sans appel en décrétant le décès d'un genre prétendument invisible depuis le début du siècle. Et nous voudrions ici donc montrer que le roman épistolaire, malgré les critiques dont il est l'objet de la part d'auteurs qui proclament sa décadence, est un genre qui n'est pas encore définitivement perdu et qu'il oscille plutôt entre déclin et sursaut, souvenir nostalgique du siècle passé et tentative nouvelle.
Quelles sont donc les diverses rémanences et les survivances contemporaines du roman épistolaire dans le premier XIXe siècle. On centre ainsi l'étude sur la seule première moitié du siècle, puisqu'à partir du Second Empire commence en France une longue éclipse pour le roman épistolaire, éclipse qui se prolongera jusqu'aux années 1890 environ. Alors après nous être arrêtés sur les deux phénomènes majeurs que constituent d'une part la surreprésentation du roman épistolaire féminin et d'autre part le rapprochement qui s'effectue entre le roman par lettres et le journal intime, nous regarderons de plus près quelques tentatives originales pour renouveler le genre avant de consacrer la dernière partie aux réflexions balzaciennes autour de la forme épistolaire. Balzac propose en effet en 1841-42, avec ses Mémoires de deux jeunes mariés, un chef-d'œuvre du genre dont Jean Rousset dit qu'il est, je le cite, peut-être le dernier des véritables romans par lettres. Mais commençons donc par nous intéresser à deux phénomènes particulièrement importants et qui marquent l'évolution historique du roman épistolaire dans la première moitié du XIXe siècle. Le premier d'entre eux, c'est le regain de faveur que connaît cette forme au tournant du siècle et qui passe par une surreprésentativité féminine. Alors si le roman épistolaire apparaît encore durant cette courte période comme une forme romanesque majeure, elle le doit en effet pour une bonne part aux romancières, dont Madame de Staël, qui publie Delphine en 1802, est la plus illustre représentante. Alors Éric Paquin, dans la thèse qu'il consacre en 1998 au récit épistolaire féminin, au tournant des Lumières et au début du XIXe siècle, avance les chiffres suivants. Durant la période qui va de 1793 à 1837, sur 174 romans épistolaires qui paraissent, 69 sont l'œuvre d'écrivains, soit 40%, une part que surpassent les auteurs femmes qui produisent 77 ouvrages, soit 44%, sachant également que le sexe de 16% des auteurs demeure inconnu, la page de titre ne portant pas de nom d'auteur. Voilà. Alors, dans les 2 décennies qui suivent le retour en France des émigrés, apparaît en effet une vague de romans par lettres féminins qui toutes semblent avoir gardé le goût pour l'exil, la migration et les thèmes du voyage, du départ et de l'isolement géographique. C'est par exemple le cas des romans de Madame de Souza, comme Adèle de Sénange, ou ceux de Madame de Rémusat, qui publie Charles et Claire ou La Flûte en 1814. Alors, les romans de l'émigration, que Laurent Versini appelle romans de l'exil, sont les romans des proscrits, des exilés de l'honnêteté ou de la liberté, qui s'inscrivent dans la lignée de L'émigré, un roman épistolaire de Gabriel Sénac, paru en 1797, et qui relate de façon explicite cet épisode de la Révolution à partir de destinées individuelles. Alors, Éric Paquin propose une division de ses œuvres féminines en 3 catégories. Il distingue ainsi les romans de l'émigration, qu'il fait aller de 1793 à 1806, les œuvres qu'il appelle les romans européens, sur une période qui irait de 1802 à 1815, et enfin les romans du retour, de 1816 à 1837. Donc les romans de l'émigration, les romans européens et les romans du retour. Alors, tandis que l'émigration appelle un roman épistolaire polyphonique, aux nombreuses et courtes lettres nées d'un sentiment d'urgence et aux multiples correspondants, dans lequel l'exil est multiple, collectif, caractérisé par la dispersion des membres d'un même clan, comme par exemple dans les œuvres de Madame de Genlis, les exilés romantiques des décennies suivantes n'ont, eux, rien à craindre de tels aléas. Leur correspondance n'est menacée par aucun danger réel, et ils pratiquent ainsi un genre beaucoup plus introspectif, prolixe, monophonique, se rapprochant du journal intime, dans lequel le destinataire joue un rôle de plus en plus passif. C'est par exemple le cas dans des romans comme Valérie, publié en 1803, de Madame de Krudener, comme Alphonse de Lodève, publié en 1807 par la comtesse de Golovkin, ou encore de Stanislas, publié en 1811 et écrit par Charlotte Bournon-Mallarmé. Enfin, dans la catégorie qui s'ouvre à partir de 1816, les œuvres qu'Éric Paquin appelle romans du retour voient les personnages réintégrer une France différente qu'on ne reconnaît pas et où sont évités les centres urbains auxquels sont préférés les refuges de province et la campagne. Le roman épistolaire féminin de cette période, donc de ce dernier genre, privilégie la formule polyphonique. C'est par exemple le cas de romans comme Athanasie de Réalmont, publié par Madame de Saint-Léon en 1817, de Louise de Senancour en 1817 également, publié par Fanny Messageot de Tercy, d'Olivier en 1822, de Claire de Duras, ou encore de Jacques en 1834, de George Sand. Mais la tendance générale des romans féminins de l'ensemble de cette période reste le privilège accordé à la forme monophonique, et elle est conforme en cela au mouvement de fond qui caractérise l'évolution du roman épistolaire et qui correspond au deuxième phénomène qu'il importe d'évoquer maintenant, à savoir le rapprochement qui s'effectue entre le roman par lettres et le journal intime.
En effet, le roman épistolaire devient petit à petit une sorte de faux roman épistolaire. Ainsi, dans l'histoire générale du genre, on va vers un triomphe du système polyphonique sur la monodie. Celle-ci, lorsqu'elle subsiste, se rapproche de plus en plus du journal intime. On passerait ainsi de la formule à voix multiples, dynamique et vraisemblable, descendante en droite ligne de la tradition des liaisons dangereuses et prolongée dans le roman de l'émigration, à une formule plus monophonique et caractérisée par un accroissement de la longueur des lettres, l'accumulation, l'abandon de la réciprocité des échanges épistolaires et l'effacement du destinataire. On assiste ainsi à l'intrusion du journal intime et de la confession dans la lettre, à l'indifférenciation des discours diaristiques et épistolaires. Le roman par lettres n'est alors plus qu'un journal camouflé, la forme épistolaire n'en garde que les apparences et se modifie profondément. Alors on trouve une illustration de cette tendance des Delphines de Germaine de Staël, publiée en 1802. La 5e partie donne en effet à lire, je cite, des fragments de quelques feuilles écrites par Delphine pendant son voyage. Il s'agit d'une sorte de journal, de triste méditation sans destinataire et où la lettre ressemble de moins en moins à une lettre. Et c'est sur ce nouveau modèle, et dans la lignée de Rousseau et de Goethe, que sont construits les romans de Madame de Charrière, ceux de Madame de Krudener, l'Adèle de Nodier, ou encore bien sûr l'Obermann de Senancourt, en 1804, qu'André Monglon qualifie sans hésiter de journal intime et Béatrice Didier de roman intime. Bien que ce roman soit en fait essentiellement composé de 92 lettres adressées par le héros à un confident anonyme. Ainsi, la lettre devient une lettre-journal, une rêverie, un pur monologue pour lequel le destinataire n'est en fait qu'un confident et où l'on se raconte à soi seul, où l'on s'explore devant soi-même. Dans Stanislas de Charlotte Bournon-Mallarmé, par exemple, le héros s'est retiré du monde pendant 6 ans sans prévenir son confident de son adresse, mais il lui écrit toujours des lettres qu'il ne met jamais à la poste et qu'il réunit en recueil dans l'attente du moment favorable, à savoir sa mort. Quant à Valérie, en 1803, écrit par Madame de Krudener, les dernières lettres s'intitulent même « Journal de Gustave ». Comme l'écrit Laurent Versini, je le cite, « Se réduisant au personnage fuyant de l'œuvre fuyante d'un auteur fuyant, le roman épistolaire s'abolit lui-même ». On observe donc un effacement de la lettre au profit du journal, ou plutôt l'investissement de l'espace épistolaire par le journal intime, et le roman par lettres semble n'être de plus en plus qu'une espèce de cadre dans lequel s'insère une autre forme. La surreprésentation des romans par lettres féminins et la lente transformation de la correspondance fictive en journal intime constituent ainsi 2 phénomènes majeurs dans l'évolution du roman épistolaire au XIXe siècle. Pour autant, et si ces 2 tendances tendent à minorer, voire à dénaturer le genre épistolaire, ce dernier reste cependant l'objet de tentatives originales qui cherchent à renouveler sa forme. Venons-en donc à l'examen de quelques exemples qui semblent démontrer que le roman épistolaire, alors même qu'il tombe en désuétude, tend cependant à rester un sujet de réflexion pour les créateurs. Tout se passe en effet comme si, à l'intérieur même d'un ample mouvement d'effacement, et avant d'être complètement oublié, le roman épistolaire survivait encore à travers diverses tentatives qui semblent être bien plus que de simples sursauts ou de difficiles survivances. Certains auteurs proposent par exemple un subtil jeu avec les conventions d'un genre qui comporte son lourd poids de tradition. George Sand, donc dans Jacques, en 1834, donne à lire par exemple une double présentation de son roman polyphonique. D'une part, en effet, elle le précède d'une dédicace explicative d'auteur qui correspond à la citation numéro 5 de l'exemplier et qui présente l'ensemble de l'œuvre comme un travail purement romanesque, comme une fiction d'auteur. Alors je lis la 5e citation. « Mes amis, je vous dédie un livre que je vous prie de me pardonner. Corrigez les pages où j'ai fait parler l'amour conjugal et déchirez le dénouement, car, grâce à Dieu et à vous-même, vous le trouverez bien invraisemblable. J'ai achevé ce livre au pied d'un glacier, vous le lirez en riant auprès d'un bon feu ou sur l'herbe printanière de notre baraque. » George Sand du Grand Saint-Bernard, juillet 1834. Voilà, donc elle présente l'œuvre, l'ensemble de l'œuvre comme un travail purement romanesque, comme une fiction réellement d'auteur. Mais, d'autre part, Sand donne la parole à 2 reprises dans le paratexte de son roman à une voix qui n'est ni celle d'un des personnages, ni celle de l'auteur ou de la préfacière, mais plutôt celle d'un de ces éditeurs conventionnels du roman épistolaire. Et cette voix fait allusion, dans la plus pure tradition romanesque épistolaire, à une éventuelle collection de lettres authentiques choisies. Alors je lis la 6e citation de l'exemplier qui correspond à l'une de ces 2 notes de l'éditeur.
Donc c'est la citation 6. « Le lecteur ne doit pas oublier que beaucoup de lettres ont été supprimées de cette collection. Les seules que l'éditeur ait cru devoir publier sont celles qui établissent certains faits et certains sentiments nécessaires à la suite et à la clarté des biographies, celles qui ne servaient qu'à confirmer ces faits ou qui développaient avec la prolixité des relations familières ont été retranchées avec discernement. » Voilà, et je ne lis pas l'autre note de l'éditeur qui correspond à la citation 7 de l'exemplier. Par cette apparente contradiction, Sand met en fait en abîme une sorte de tiraillement dans la façon de présenter et d'envisager le roman épistolaire, plutôt que de feindre le discours préfaciel allographe, celui d'un pseudo-éditeur, ordonnateur d'une correspondance prétendue véritable. Elle assumerait un discours d'écrivain à part entière, c'est le rôle de la dédicace, mais en même temps, elle s'amuse à remettre en cause ce postulat en rattachant son roman au modèle traditionnel du XVIIIe siècle. Elle accepte ainsi de présenter l'ensemble comme un travail de pure création et d'invention, tout en jouant de la fiction du non-fictif et des conventions du genre. L'on trouve également une réflexion sur la poétique épistolaire et son rapport avec la vraisemblance et la tradition dans un roman qui s'intitule « 24 heures d'une femme sensible », un roman écrit par Constance de Salm, qu'elle publie en 1824, et dans lequel elle projette de faire écrire 45 lettres par le même personnage, au même destinataire, en l'espace fictionnel de 24 heures. Alors, il s'agit d'une jeune et jolie veuve qui, ayant cru un soir de théâtre remarquer de la froideur de la part de son amant, et imaginant son intérêt pour une autre femme, Madame de B, lui écrit. On est ainsi en présence d'un cas limite intéressant du roman par lettres qui s'attache à représenter, dans une analyse de type psychologique, le développement d'un unique sentiment, la jalousie et ses composantes, comme l'attente, l'espoir, le désespoir, le sentiment d'impuissance, etc. Dans sa dédicace explicative adressée à Madame la princesse de 3 étoiles, qui se présente donc comme une véritable préface, l'auteur mentionne cette singularité en l'abordant sous un angle matériel. Donc je lis la 8e citation de l'exemplier. « Le court espace de temps dans lequel j'ai renfermé mon sujet me semble exiger aussi quelques explications. Peut-être croira-t-on au premier moment y voir une sorte d'impossibilité. Quelque importance qu'aurait réellement cette observation, je me la suis faite à moi-même et j'ai voulu pouvoir y répondre. Je me suis rendu compte du temps nécessaire pour écrire rapidement ces lettres. J'ai calculé avec soin les intervalles qui doivent les séparer et je puis assurer que s'il n'est pas ordinaire d'en écrire un si grand nombre en 24 heures, cela est au moins possible. Je pense que c'en est assez pour un roman. » Madame de Salm propose donc une démarche originale de roman monophonique, un exemple extrême de roman épistolaire, où la narration simultanée, qui relate des émotions vécues en direct, semble pousser au maximum le critère de la vraisemblance et du topos, de l'authenticité des lettres, pour mieux dégager le roman épistolaire de certaines conventions. En outre, le roman épistolaire La Croix de Berny, publié en 1846, procède également d'une démarche originale qui participe de la réflexion autour de la vraisemblance, puisqu'il s'agit d'une œuvre écrite à 4 mains. Delphine de Girardin, Théophile Gautier, Joseph Méry et Jules Sandeau, écrivant chacun les lettres d'un des 4 personnages. L'année 1846 voit également naître l'étrange tentative de Jules Janin pour adapter la Clarisse Harlowe de Richardson, mais non content de réduire à 2 petits volumes, les 10 volumes de l'original, en pratiquant allègrement suppression et coupure dans les lettres, Janin renonce à la forme épistolaire à partir du viol de Clarisse pour adapter le récit, se justifiant à la fois par le souci de faire œuvre plus dramatique et par celui de la vraisemblance. Et voilà ce qu'il écrit dans sa préface, je cite la 9e citation de l'exemplier. « Nous avouons qu'il nous paraît impossible que jamais Lovelace lui-même ait osé raconter la plume à la main des crimes et des perfidies à ce point incroyables. » On pourrait également évoquer les tentatives de Musset, qui voit son roman par lettres en 1833 nourrir son théâtre auquel il est sacrifié avant d'avoir été achevé, ou encore celle de Nerval, à propos duquel Jacques Bonny parle de véritable obsession de la forme épistolaire. Et en effet, une large place est faite aux lettres dans Les Faux-Saulniers, par exemple, sans que pour autant le récit s'avoue comme un roman épistolaire. Nerval avait également le projet d'insérer dans Aurélia un ensemble de lettres dont nous ignorons la teneur et la composition, et il ne parvint qu'à rédiger 10 pages de son roman à faire, un petit roman épistolaire, dont le titre dit assez qu'il n'a pas été fait. Mais je ne m'y arrête pas et en vient à Mademoiselle de Maupin, roman dans lequel les interrogations autour de la forme épistolaire sont relayées et illustrées avec brio. Dans son œuvre, Gautier, on le sait, établit un jeu entre le traitement de l'androgynie et la forme narrative. Il s'amuse de la confusion des genres et relie la quête du beau à la recherche d'une écriture romanesque. Le problème du genre, dans Mademoiselle de Maupin, donc en 1835, recouvre 2 questions.
D'une part, l'insertion du texte théâtral dans le roman épistolaire, d'autre part, le travail de la citation, c'est-à-dire l'insertion d'un discours hétérogène, celui de Shakespeare, dans la prose de Gautier. Ainsi, dès la première phrase, le texte s'affiche comme un roman épistolaire. Tu te plains, mon cher ami, de la rareté de mes lettres. Mais le lecteur s'aperçoit bien vite que la lettre est trop longue pour correspondre aux conventions de l'écriture épistolaire et que le roman fait un usage très libre des genres. Sur un ensemble de 300 ou 400 pages, on ne compte ainsi que 13 lettres et elles ne permettent pas l'installation d'un jeu croisé de réponses. L'agencement des lettres, la composition ménage toutefois des effets de sens, nous faisant découvrir progressivement les personnages, jouant notamment sur l'ambiguïté de Théodore Madeleine de Maupin. Si les lettres s'adressent dans leur majorité à des destinataires qui sont hors de l'intrigue et dont on n'a que des prénoms, 2 lettres font une exception notable, celle du chapitre 13, où d'Albert déclare sa flamme à Mademoiselle de Maupin, et celle du chapitre 17, où elle lui annonce son départ. En somme, le seul véritable échange épistolaire débouche sur un non, c'est-à-dire sur un refus de l'échange. La forme dramatique qui apparaît au chapitre 4 et au chapitre 6 et qui prépare la représentation théâtrale du chapitre 11, ainsi donc que l'usage qui est fait de la lettre, viennent alors souligner l'enfermement des personnages dans les formes du dialogue. Les personnages installent des monologues réflexifs et Gautier ménage des effets spéculaires à la fois à travers les remarques des personnages sur leur propre style. C'est par exemple d'Albert qui écrit « Ouf, voilà une tirade d'une longueur interminable » et qui sort un peu du style épistolaire, qu'elle tartine, mais aussi à travers les ruptures de l'énonciation romanesque, comme au début du chapitre 6, et je vous renvoie à l'extrait numéro 10 de l'exemplier. En cet endroit, si le débonneur lecteur veut bien nous le permettre, nous allons pour quelque temps abandonner à ses rêveries le digne personnage qui jusqu'ici a occupé la scène à lui tout seul et parler pour son propre compte et rentrer dans la forme ordinaire du roman, sans toutefois nous interdire de prendre par la suite la forme dramatique s'il en est besoin, et en nous réservant le droit de puiser encore dans cette espèce de confession épistolaire que le susdit jeune homme adressait à son ami, etc. Cette espèce de confession épistolaire, tout en jouant de l'hétérogénéité romanesque, intègre les évolutions récentes du genre, puisque les lettres, toujours longues, se rapprochent par endroits du journal intime et proposent une réflexion sur la figure de l'hermaphrodite et l'hybride qui passe par la forme épistolaire. Ces différents exemples, qui sont autant de tentatives pour renouveler la forme d'un genre menacé d'obsolescence, tendent ainsi à prouver que le genre n'est pas définitivement oublié dans les années 1840, au moment où Balzac fait paraître ses mémoires de deux jeunes mariés. Arrivons donc aux réflexions balzaciennes autour de la forme épistolaire, réflexions qui trouvent une forme d'aboutissement dans les mémoires de deux jeunes mariés, donc en 1841-42. Le genre épistolaire, le seul système qui puisse rendre vraisemblable une histoire fictive, ainsi que le qualifie Balzac dans la préface de l'édition originale d'Ulysse dans la vallée, donc en juin 1836, constitue dans cette correspondance fictive de deux amis tout juste sortis du couvent une synthèse parfaite des schémas du XVIIIe siècle et des évolutions proprement XIXiémistes. Le roman se fonde sur la réciprocité des confidences et fait progresser le récit par états successifs. Après la séparation spatiale de Louise et René, représentée comme la rupture d'une fusion originelle, la lettre constitue un substitut à la discussion. Elle est, je cite René, le pis-aller de confidences écrites substituées à nos chères causeries, et le genre épistolaire propose alors, comme le dit Florence Terrasse-Rioux, une représentation de la communication impossible et de la distance nécessaire, en devenant le lieu d'un dialogue qui prend la forme fondamentale d'un débat contradictoire sans intervention narratoriale. En effet, le roman représente deux conceptions de l'union conjugale et organise par contraste l'édifiante victoire de René. Le débat porte sur la place de la passion et de l'individualisme féminin dans le cadre du mariage et s'inscrit explicitement dans la lignée de la nouvelle Héloïse. Balzac plie ainsi l'instrument épistolaire à des fins qui lui sont propres, plus encore que l'illustration de l'axiome selon lequel le mariage se fonde bien plus sur la maternité que sur la passion. Les lettres permettent surtout à chacune des deux jeunes femmes de vivre par procuration la vie complémentaire de la sienne, la passion pour René grâce à Louise, le bonheur maternel pour Louise grâce à René. Les mémoires de deux jeunes mariés apparaissent ainsi comme une véritable réussite, mais aussi comme un point d'orgue dans l'œuvre de Balzac qui multiplie les réflexions autour de cette forme romanesque, ce qui n'a, semble-t-il, jamais cessé de l'attirer. À 20 ans, il écrit par exemple un premier roman, donc Sténie ou les erreurs philosophiques, qu'il n'achèvera pas, mais qui prend déjà la forme du roman épistolaire, et il n'hésite pas, dans la suite, dans d'autres œuvres, à insérer des lettres dans ses romans, comme par exemple dans Louis Lambert ou encore Béatrix.
Le Lys dans la vallée, bien sûr, constitue un exemple supplémentaire de la réflexion balzacienne autour de l'épistolaire. Le roman s'ouvre en effet par une lettre explicative à Madame la comtesse Nathalie de Manerville, lettre qui est rapidement relayée par une longue confession faite par Félix et qui s'achève par la réponse ironique et cruelle de Nathalie. Avec cette dernière lettre, le Lys, qui n'était jusqu'alors qu'une sorte de roman autobiographique au passé, comme le désigne Jean Rousset, redevient épistolaire avec éclat et use avec force des ressources du genre. Mais, 2 années seulement après Mémoires de deux jeunes mariés, Modeste Mignon aborde la question du roman épistolaire avec un point de vue beaucoup plus problématique. Publié d'abord en feuilleton dans le Journal des débats en 1844, puis dans une édition de 4 volumes, divisée en 75 chapitres, le roman donne en effet à lire une variante intéressante de l'emploi de la forme épistolaire. Alors, le récit raconte comment Modeste Mignon, grande admiratrice du poète Canalis, décide de lui écrire et comment une correspondance s'engage qui prend rapidement un ton galant. La narration à la 3e personne, qui dominait jusqu'alors, s'interrompt longuement pour reproduire ces lettres, mais, et c'est là que le dispositif devient ingénieux et retors, ce n'est pas le poète Canalis qui répond, mais bien son secrétaire, Ernest de la Brière, car, comme écrit le narrateur, il faut souvent, hélas, 2 hommes pour en faire un amant parfait. La correspondance joue donc du quiproquo, puisque le lecteur sait ce qu'ignore Modeste, qui croit véritablement correspondre avec l'illustre poète. De plus, l'introduction de ces lettres n'apporte pas véritablement d'effet de dialogisme, elle ne ménage à l'intériorité de Modeste qu'un accès très problématique et interroge le crédit qu'on peut encore accorder à la communication épistolaire. Le roman se plaît d'ailleurs à mettre à distance cet échange épistolaire en intégrant par exemple dans la première édition les lettres dans des chapitres qui portent tous des titres ironiques, comme par exemple « Écrivez donc au poète célèbre »,« Le mariage des âmes »,« Bas bleu prend Élie » ou encore « Où mènent les correspondances ». De plus, à la suite des 11 lettres, le narrateur s'amuse à proposer un commentaire qui prend la forme d'une parodie des romans du XVIIIe siècle avec leur introduction d'éditeur, tout en faisant référence au monde contemporain. Et je lis la 11e citation de l'Exemplier. C'est donc le commentaire du narrateur à la suite des 11 lettres. Ces lettres ont paru très originales aux personnes à la bienveillance de qui la comédie humaine les doit. Mais leur admiration pour ce duel entre 2 esprits croisant la plume, tandis que le plus sévère incognito met un masque sur les visages, pourrait ne pas être partagée. Sur 100 spectateurs, 80 peut-être se lasseraient de cet assaut. Le respect dû dans tout pays de gouvernement constitutionnel à la majorité, ne fut-elle que pressentie, a conseillé de supprimer 11 autres lettres échangées entre Ernest et Modeste pendant le mois de septembre. Si quelque flatteuse majorité les réclame, espérons qu'elle donnera les moyens de les rétablir quelques jours ici. Ce commentaire semble bien indiquer que le romancier du XIXe siècle ne bénéficie pas de la même liberté que ses prédécesseurs, en dépit de leurs aspirations à l'idéal et de leur volonté de fuir dans un univers d'illusions passablement archaïques. Les romans épistolaires ne sauraient désormais échapper à une inscription dans l'histoire présente. Ainsi, comme l'on voit à travers ces quelques exemples, l'œuvre balzacienne illustre la réflexion de l'auteur autour d'une forme qu'il admire, dont il se sert pour produire une de ses grandes réussites et qu'il ne se résout pas à voir tomber dans l'oubli, mais dont il admet pourtant qu'elle ne correspond plus vraiment au goût de son époque. En éprouvant d'un point de vue poétique les limites et la désuétude du roman épistolaire, Modeste Mignon forme, comme dit Christine Planté, le constat fondamental d'une perte de transparence, d'une opacité du langage et d'une altération, voire d'une aporie des modèles de communication dans lequel se trouve désormais englobé le roman épistolaire. Pour conclure, il faut donc insister sur la vision tronquée qui est celle qui consiste à associer la mort du roman épistolaire en France avec la fin du XVIIIe siècle. Ce genre, encore très représenté au tournant du siècle et en particulier par des romancières qui traitent surtout du sujet de l'émigration, reste tout au long de la première moitié du XIXe siècle un sujet d'interrogation pour les créateurs. La forme épistolaire cherche à se renouveler pour continuer à exister et elle le fait à travers quelques tentatives originales au prix de mutations profondes qui associent l'écriture épistolaire à celle du journal intime et également par l'intermédiaire d'un dialogue ludique, constant et affirmé avec les conventions et les limites du genre. Mais l'esthétique du discontinu et du fragment est relayée à partir de 1836 par le roman feuilleton. Et le roman épistolaire semble mal adapté aux ambitions nouvelles d'un genre qui revendique désormais également une dimension historique et sociologique. Il faudra alors attendre le renouveau du roman
en réaction contre le naturalisme pour constater une certaine résurrection du roman par lettres après l'éclipse des années 1850-1890. Critiquée, déclarée obsolète, volontairement oubliée mais toujours vivante et illustrée par quelques survivances qui apparaissent comme de véritables réussites, la forme épistolaire dans la première moitié du siècle est bien celle de tous les paradoxes. Je vous remercie.